Microclub, épisode 1, d'où on vient. Depuis que ma femme m'a largué, je suis seul et alcoolique. Je me suis toujours trouvé chelou, tout le monde m'a toujours trouvé chelou, et tout d'un coup il y avait d'autres chelous. Un geste qui allait avec le son. Il arrive, il fait oh, comme ça, et après il fait clac, clac. Et j'étais le Michael Jackson. T'étais pas l'enfant que touche Michael Jackson? Non, juste, on n'a pas fait cette Vous partie-là. avez pas fait cette partie-là? Ah, vous l'avez pas joué cette partie? Non, on a accès. Le collège, c'est pas une bonne période pour être bizarre. C'est fou sensation. comme 3 secondes, ça peut marquer. C'est ce que je dis à ma meuf souvent. En vrai, 3 secondes, C'est-à-dire j'ai un. Microclub. Je vous ai dit que j'aimais raconter des histoires. Je m'appelle Kélian, 26 ans, je suis comédien. Et l'année dernière, j'ai reçu sur ce canapé 10 artistes. Pour comprendre leur parcours et comment on en arrive à parler dans un micro. Alors, nouveau format, saison 2. Ce sera une histoire à elle seule. Microphone devient Microclub. Le club de ceux qui parlent au micro. Dans chaque épisode, il y aura un invité et un thème. 10 invités, 10 thèmes différents, pour répondre à une question, comment on vit de sa passion. Parce que parfois, pour se lancer, il faut juste avoir l'occasion d'entendre ceux qui l'ont déjà fait. Qui ont écouté leur petite voix. Celle qui leur murmure qu'il faut tester un autre chemin. N'importe quel chemin. Alors je vais profiter de la voix des invités, de ceux qui vous bercent, vous accompagnent, vous touchent, et je vous parlerai en début de chaque émission. Parce que même si le nom change, la DA reste la même, on avance ensemble. Donc bienvenue au club, Microclub épisode 1, d'où on vient. Et aujourd'hui on reçoit Roman Dodwick. Roman, ça rime avec Kélian et je dirais ça pour que les gens se trompent plus. Humoriste, créateur de contenu, ses blagues sont maîtrisées autant que ses boucles. Vous l'avez sans doute vu sur TikTok, Instagram, en télé, radio, cinéma, Snapchat, MSN, chatroulette, partout, je sais pas. Un mec de Cachan qui change les règles du jeu, il est honnête, il a pas peur des tabous. Roman, un homme qui dès son prénom est là pour écrire l'histoire. Ensemble, on va parler des origines, trouver d'où on vient, parce que pour savoir où aller, il faut savoir d'où on vient. Microclub. Salut Roman. C'est du Stromae que tu viens de citer là, juste avant de finir, non? Revisité. Revisiter. Ouais. C'est bien ce que tu viens de dire, ça m'a ému. Merci. C'est très touchant. J'ai l'impression que plaisir. je vais mourir dans pas longtemps et que je suis invité à C'est à vous, tu vois ce que je veux dire ou Je pas? pense pas. J'ai l'impression qu'on est en mode spécial Eddie Mitchell. Merci Eddie d'être là. Merci Eddie d'être là, merci Roman d'être là pour parler de ta carrière. Le mec a 22 ans. Salut. Non, merci d'être là, trop cool. Comment tu vas déjà? Mais écoute, ça va, c'est un beau mercredi. On est mercredi. On est mercredi. C'est un beau mercredi matin. C'est vrai? Ouais, je suis T'es en forme en ce moment, content les- d'être ici. T'es content de tes projets? T'es content de... Il y a plein de trucs en ce moment. C'est agréable, c'est stressant. Là, j'ai des semaines un peu plus légères, ça me fait bizarre. Mais ça va, j'essaie de faire attention à moi. C'est cool. C'est pas évident. Mais je suis très content d'être ici. Ça met la pression ton intro, ok? Je vais te parler de zéro ça. pression. Elle te met la pression. Si, elle met la pression de ouf ton Zéro intro. pression, Parce mais que là- t'as une voix très onctueuse, très agréable, on le sait, voilà, ta voix c'est du miel. Tu viens de me faire une petite tartine de miel en disant voilà, Roman, on va aller voir ses origines. Et je dis putain, mais même moi je suis pas au courant, c'est quoi mes origines, C'est d'où vrai. je viens? Bah, on va essayer de voir ensemble, justement. Bien, si là, on revient, justement, aux prémices de Roman, à Mini Roman. Est-ce que toi, tu te souviens d'un des premiers trucs créatifs que t'as fait dans ta vie? J'étais chez ma psy hier et on essayait de voir pourquoi est-ce que je suis obsédé par les chiffres, par les statistiques, par le fait qu'une salle remplisse ou pas, par le fait qu'une vidéo fonctionne ou pas, qu'un projet marche ou pas. Et du coup, en revenant, elle m'a posé la même question que toi. Elle m'a dit, c'est quand la première fois que vous avez fait quelque chose que vous avez montré à des gens? Et en fait, les premières choses que j'ai faites, comme beaucoup de gens, c'est j'ai fait des spectacles pour mes parents, quoi. Je tapais sur des casseroles avec des ustensiles en bois, et puis je chantais un truc, et puis ça n'avait aucun sens. On aurait dit, c'était un spectacle que tu regardes sur Arte à 3h du matin, et j'étais là, parce qu'il y a des images de ça. Du coup, j'ai des vidéos de ça, j'ai retrouvé ça. Et obsédé par l'idée qu'il fallait qu'on me voie à ce moment-là. Je crois que le premier truc créatif que j'ai fait, c'est moi qui tape sur des casseroles, quoi. Et est-ce que, à ce moment-là, ton environnement familial, amical, t'aidait à faire ça, justement? Est-ce que tes parents étaient derrière toi et justement rigolaient à tes blagues quand tu Ils tapais étaient sur tes casseroles? devant moi à filmer les casseroles. C'est qui filme déjà? Ils filmaient le vieux caméscope du daron, tu vois. Ouais, ce geste-là de Le daron. zoom, toujours. Avec le zoom qui se fait avec les vieilles caméras DV, là, pour ceux qui se rappellent, c'est vraiment truc à l'ancienne, quand on le rembobinait, ça faisait
C'est vraiment à l'ancienne par contre ça. Ça, c'est très à C'était l'ancienne. dans quelle année? Moi, je suis en 98? 98. Toi, Ouais, t'es né en 99. 99. T'es un petit jeune, Merci. je t'en prie. Mais ouais. Bref, le est-ce que premier du coup, truc, dans ton environnement, autour de toi, donc tes parents, ta famille te soutenait vers un élan créatif ou il y a pas? du soutien, mais je sens que je dérange quand même. C'est-à-dire que je suis plus supporté que soutenu. Au début, parce que je suis un gamin très chiant en fait. Je suis un gamin qui passe son temps à vouloir qu'on le regarde. Je cherche l'attention des gens en permanence, auprès de tout le monde, des adultes, des gens de mon âge, tout le monde. J'ai besoin qu'on me regarde, j'ai besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin que du coup, c'est insupportable. Parce que c'est pas je prépare un truc stylé, je le fais et c'est fini. C'est tout le temps, en permanence. Il fallait qu'au restaurant, on me regarde, il fallait qu'au cinéma, j'allais devant pour faire le con dans la fosse des enfants avec les autres gamins. Au truc à Ikea, c'est sur la piscine à boules, il fallait que je sois le roi de ce truc-là. Il fallait que je voulais être le mec qu'on écoute, qu'on regarde et qui. Mais même mes plus vieux souvenirs, c'est moi qui essaie de faire des spectacles. C'est fou. C'est en toi quoi. En Ouais. fait, c'est un peu la question induite. L'idée de cet épisode sur les origines, c'est essayer de comprendre est-ce qu'on a en soi l'envie de devenir un artiste ou de suivre sa passion quand on est jeune. Ma question, c'est ça, c'est est-ce que tu penses, toi, que c'est un truc qui est venu au fur et à mesure de ta vie? Est-ce que ça a été des influences autour de toi ou est-ce que t'es né avec ça, avec cette espèce de flamme Je sais pas si c'est un créatrice? truc qui est général. Moi, je sais que j'ai transformé ça après en truc sérieux, écrit, produit, et c'est devenu un métier, mais 1000 ans plus tard. À l'origine, c'est surtout, oui, faut qu'on m'écoute. Et que ce soit à travers un spectacle, à travers une danse, un texte, à travers un dessin, à travers un tour de magie, quelle que soit la façon dont on me regardait, il fallait qu'on me regarde. Et t'as commencé le théâtre super jeune, de ce que j'ai compris. Comment ça s'est passé cette arrivée là-dedans? Alors, la première fois que j'arrive au théâtre, première fois que je fais du théâtre, j'ai 8-9 ans. Le conservatoire, c'est 12. C'est là où ça devient déjà un petit peu plus sérieux, parce que même à 12 ans au conservatoire, ils te font... ils en ont rien à foutre de ton âge, ils te font faire des textes de ouf, quoi. Moi, j'ai 12 ans. Le premier spectacle que je fais au conservatoire à 12 ans, c'est... je me souviens, je joue un mec dépressif au chômage et suicidaire et divorcé. Top. Et j'ai 12 ans. T'es pile dans la, ouais, Je pile dans la case quoi. pile dans la case, je corresponds casting au est rôle, réussi. quoi. C'est vraiment le casting est parfait. Tu vois à quoi je ressemble là? J'ai 27 ans, je les fais pas. Imagine à 12 ans comment je les fais encore moins. À 12 ans, j'en fais 8 et je suis là en train de dire depuis que ma femme m'a largué, je suis seul et alcoolique. Et en même temps, l'arrivée au conservatoire, c'est une. C'est un truc qui change ma vie parce que je me suis toujours trouvé chelou. Tout le monde m'a toujours trouvé chelou. Et tout d'un coup, il y avait d'autres chelous. J'étais toujours aussi chelou, mais j'étais plus tout seul. Au théâtre, il y avait d'autres chelous comme moi. Qui eux aussi avaient besoin qu'on les regarde, un peu bizarre comme ça dans des coins, à vouloir faire tout d'un coup à bouger les bras. Enfin, c'est même tu rentres dans une salle de conservatoire d'art dramatique. Si t'es pas au courant que c'est une salle de théâtre, tu te dis je suis tombé sur la cotoreb du coin, c'est un petit truc en plus. Enfin, parce que je te jure, on fait des trucs là-dedans qui sont pas normaux, mais vraiment en toute amitié, en tout amour. C'est bizarre ce qu'on fait des trucs bizarres. Il y a un exercice au conservatoire qu'on faisait très souvent qui s'appelle l'exercice premier. L'exercice premier, l'objectif que notre prof nous disait, c'était de retirer tout jugement qu'on avait sur nous-mêmes et de ne pas vouloir créer quelque chose mais l'incarner. Et pour ça, il fallait qu'on fasse déjà un son choisi, n'importe lequel, ça pouvait être... Il fallait aller au bout du son et voir où est-ce que ce son te menait. Et après, il fallait rajouter un geste dans un deuxième temps, un geste qui allait avec le son. Et petit à petit, ce geste, il prenait de plus en plus de place, il était de plus en plus précis. Maintenant, imagine Plein de 15 gamins de 11-12 ans en cercle avec un mec de 50 sur le côté comme ça et les 15 en train de faire tu rentres là-dedans, tu te dis les gens ils sont bizarres et c'est vrai, on est bizarre, mais par contre tu sors de là et je sais pas, ça fait du bien parce que pendant 20 minutes t'as fait et tout d'un coup t'as pas réfléchi, tu t'es pas posé la question de qui t'étais, de qui allait te regarder, c'était juste là-dedans quoi. Et à ce moment-là, quand t'as commencé le théâtre et commencé à faire plein d'exercices chelous, tu te disais que c'était un truc que tu voulais suivre toute ta vie ou c'était pour toi un loisir, un truc annexe? Je pensais pas ma carrière à 12 piges, j'ai 12 piges. À 12 Ouais, mais piges, tu sais, il y a des gens qui rêvent beaucoup quand ils sont petits. Ils se disent, bah attends, là, j'aime tellement ce que je suis en train de faire en ce moment dans mon cours. Tu vois, moi, je faisais du tennis, par exemple, j'étais persuadé que j'allais devenir fort.
pas vrai. Je suis pas très fort, tu vois. Mais j'étais persuadé à l'époque que j'aurais pu devenir fort. Tu rêvais de quoi, du coup, à 12 ans, toi, d'être tennisman? Je pense, ouais. Tu rêvais de Roland Garros? Ouais, je pense, ouais. Plus de ça. Mais j'avais en vision ce truc-là. Je me disais, mais là, je kiffe tellement jouer que j'ai envie de devenir champion de tennis, tu vois. Donc c'est pour ça que je me demande, est-ce que toi, aujourd'hui, qui as un métier créatif, tu as un métier lié au théâtre, comédie, créateur de contenu, tu fais marcher ta créativité tous les jours, est-ce qu'à 12 ans, quand t'es arrivé dans ce cours de théâtre, tu t'es dit, franchement, j'ai trop envie de continuer et de faire ma vie là-dedans? Je savais que j'aimais ce truc-là, que c'était ce que j'aimais le plus sur Terre. De là à dire que c'était un... Je disais parfois aux gens, oui, je rêve d'être acteur. C'est un truc que j'ai dit très 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 jeune aux gens autour de moi. Je savais pas je savais pas du tout quelle forme ça allait prendre. Et puis à 12 ans, même à 12 ans, on te dit, il faut que tu réfléchisses à ton avenir. C'est trop bizarre, enfin, parce que à 15 ans, tu dois prendre la décision de ton bac qui va déterminer les 5-6 prochaines années de ta vie. Donc toute ta vie, en fait. Et c'est très bizarre. Moi, je sais qu'à l'époque, je disais parfois, je veux être acteur, je vais être acteur, je veux devenir un acteur, c'est ça qui me fait kiffer. Je regardais les Césars avec des étoiles dans les yeux. J'allais devant les Césars. Je faisais partie des gens qui étaient devant les Césars. Qui campaient pour voir les gens. J'ai un check de Omar Sy en 2011. Omar Sy m'a fait un check. Ça, c'est dans ton panthéon et des ça, souvenirs. c'est dans mon panthéon des souvenirs. Je suis là. Il arrive, et c'est l'année où il gagne le César pour Intouchable. Ouais. Il arrive, il fait comme ça, et après il fait le clac. Et il y a un des claques, c'est moi. Et donc oui, ça me fait rêver. Après, je sais pas si à ce moment-là, c'est aussi concret dans ma tête, c'est trop flou de me dire est-ce que ça va être humoriste. Par contre, je sais que la première fois que je suis monté sur scène de ma vie, la première fois que vraiment je suis monté sur un plateau de théâtre, c'était pas au conservatoire, c'était pas les casseroles avec le tam-tam, c'était un truc où c'était un vrai théâtre, c'était le spectacle de fin d'année. Ouais. On connaît tous ça. En fait, c'est tous j'ai l'impression que c'est rigolo, on a tous le même rapport quelque part au théâtre, qu'on devienne tennisman, humoriste ou plombier, ça change rien, on a tous ce rapport, on avait ce spectacle de fin d'année, et donc on a un rapport tous à la scène, au spectacle, au moment où t'as le track et tu vas rentrer sur scène. Et le thème j'avais 6 ans, c'était le spectacle de fin d'année de l'école primaire Belle Image à Cachan, et le thème c'était le cirque. Et moi j'avais un costume de clown à la maison, que j'avais demandé pour Mardi Gras, j'ai toujours aimé Mardi Gras, j'adore me déguiser. Et je suis allé voir la prof et je lui ai dit, bah moi pour le spectacle de fin d'année, si vous voulez, j'ai un costume de clown, quoi, pour le cirque. Et en fait, ils ont dit, ok, d'accord, bah tu vas commencer le spectacle. Il y aura le petit clown et le grand clown. Donc il y avait moi qui étais en CP, il y avait un autre clown, un gars qui était en CM2 qui avait aucune envie d'être là. Et le petit gag du début, c'est le petit clown s'est échappé, on a besoin de lui pour démarrer le spectacle, il est où? Et j'ai une vidéo de ça, la première fois de ma vie que je monte sur scène, j'ai 6 ans. Donc c'est un truc où le souvenir est très flou, le souvenir de 6 ans. C'est le théâtre de Cachance, donc il y a 500 places avec tous les parents. Moi, dans ma tête, c'est le Zénith de Paris, on y est, quoi. Et je rentre en clown tout seul, alors qu'il y a 500 élèves qui vont monter. Mais je rentre en clown tout seul à 6 ans. Je sais pas, à ce moment-là, avec du recul, je dis c'est dingue à quel point il y a une prédiction dans ce truc-là. Le mec tout seul en clown. Et j'ai adoré ce moment parce que j'étais derrière le truc et puis je suis en mode yes, dans 2 secondes, je vais être tout seul. Devant tout le public qui sera que pour moi pendant 3 secondes, parce qu'après il y a le grand clown qui arrive, mais la première seconde c'est moi tout seul qui arrive en clown et qui fait ouh et qui se cache et tout. C'est dingue que tu aies un souvenir aussi précis, ça montre que ça t'a marqué, parce que moi aussi je me souviens des spectacles de fin d'année. Je me souviens en CM2, on avait fait un spectacle thème Michael Jackson et j'étais le Michael Jackson. T'étais pas l'enfant que touche Michael Jackson? Non, juste, on n'a pas fait cette partie-là. Vous n'avez pas fait cette partie-là? Ah, vous n'avez pas la joué cette partie? Non, on a accès à un truc c'est très dommage, artistique. c'est une partie intéressante de Je suis d'accord avec toi. sa carrière. On parle des années 2009. Je crois qu'il venait de mourir, enfin bref. Et donc je faisais le Michael Jackson, genre je rentrais en moonwalk et tout. Incroyable. Et quelle période en vrai? Et je crois que c'était ça, en CM2. J'étais non mais période moonwalk, période thriller, période... C'était la période thriller et en gros c'était un tableau, on parle pas de la mise en scène de l'année. Il y avait un mélange d'un peu tous ces sons et tout. Et je me souviens être rentré en moonwalk là-dedans et j'étais waouh, mais ma vie n'a aucun sens déjà de 1. Et je me souviens de cette sensation folle d'être sur scène en vrai. Et pareil que toi, je suis rentré 3 secondes avant tout le monde. Et ces 3 secondes, elles m'ont grave marqué. Je m'en souviens trop de cette sensation. C'est fou comme 3 secondes, ça peut marquer. C'est ce que je dis à ma meuf souvent. En vrai, 3 secondes, ça suffit pour passer un bon moment. C'est-à-dire Microclub. Et après, je voulais justement, toi en tant que mec, donc tu disais à l'époque chelou.
tu rentres pas dans les cases des gens qui passent tranquille en primaire, collège et tout. Comment t'as vécu tout ça, le fait d'être un gars artiste dans ta tête, à l'école? Dans ma tête, j'étais pas un artiste, j'étais juste bizarre. D'un mec bizarre, alors? Euh, Le collège, c'est pas une bonne période pour être bizarre. C'est pas un bon moment de la vie pour être bizarre. Il y a plein d'autres moments où être bizarre, c'est génial. Le collège, c'est vraiment le pire moment pour pour être bizarre. C'est sûr. Parce que, parce que tout ce qui est bizarre est gênant. Et tout ce qui est gênant est... Et il y a une espèce de toute façon, tout le monde tout le monde est angoissé, on est au collège, tout d'un coup on a peur pour les devoirs, les cours, il y a des groupes qui se forment, il y a les gens qui se forment physiquement, puis il y a un décalage, parce que moi j'étais beaucoup plus petit que la moyenne, j'ai eu un traitement aux hormones de croissance, mais vers ma 5e, 4e. Et du coup on a aussi retardé ma puberté pour pouvoir donner encore plus d'hormones de croissance. Comme les diabétiques, j'avais des piqûres dans le ventre tous les jours pendant de mes 12-13 ans jusqu'à mes 18. Donc j'ai retardé la puberté, on essayait de me filer le plus possible d'hormones, ce qui fait que en fait pendant très longtemps j'étais beaucoup plus petit et surtout beaucoup moins formé. C'est-à-dire que même tu regardes ma photo de troisième, tu as l'impression que j'ai sauté 3 classes. Et j'ai même pas l'intelligence du gars qui a sauté 3 classes. Je suis débile et petit. C'est horrible. et bizarre. Et théâtreux. Enfin, il y avait rien qui allait. Et donc moi, je me suis toujours senti forcément très... je regarde les gens comme ça. Enfin, il y a un moment, la différence, elle s'impose. C'est physique, ouais. Elle s'impose du truc que quand tu veux parler à des gens, tu regardes comme ça. Tout le monde est plus grand, les filles surtout, qui se font beaucoup plus tôt que les garçons. Il y a une espèce de truc où moi, je me dis, putain, mais on a le même âge et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un océan entre ces gens et moi, quoi. Et à côté de ça, moi, mon délire, c'est de parler fort, j'ai fait croire que j'étais chef d'orchestre et que parce que la prof de musique elle aimait bien ça, et du coup j'étais le chef d'orchestre de la chorale parce que j'aimais bien être au premier rang du spectacle, quoi, pour faire le truc. Je parlais fort, je me présentais à chaque élection de délégué, j'inventais que j'étais à un moment, je me suis dit je sais faire du breakdance, j'ai décidé que je savais faire du breakdance, jamais pris un seul cours de ma vie, j'ai décidé, et d'un coup j'étais là, les gars regardez je fais du breakdance, et que c'était non, j'ai des souvenirs de gêne, mais vraiment de frissons de malaise rien que d'y penser, mais parce que à ce moment là je suis petit bizarre et j'ai besoin de me montrer pour devenir moins bizarre, et résultat je deviens encore plus bizarre, je fais des tours de magie dans la cour, genre qu'en fait je suis juste un petit mec bizarre qui s'habille chelou et qui va voir tout le monde pour essayer d'être copain, quoi. Ouais, donc, c'est normal, tu te crées une carapace dans ces moments-là. Ouais. Et tu te protèges aussi du regard de tous les collégiens. Oui, mais la plupart des gens, leur carapace c'est de se cacher, d'être introverti. Moi ma carapace ça a été de faire c'était ça ma carapace. C'est trop bizarre comme carapace. Le gars il veut se protéger, du coup il se montre. Ouais, mais ça me paraît pas illogique non plus. Si tu veux trouver ta place en fait à ce moment-là. Surtout que toi t'as ce besoin de ce que tu disais, d'être devant les gens, de leur parler, de montrer que t'es plein d'énergie, tu vois. Donc d'en faire trop, c'est aussi, je pense que ça a été ta manière de t'imposer dans ce système-là, tu vois. Je pense que c'est le souvenir que les gens ont de moi de l'école. Je pense que si on retrouve des gens qui étaient avec moi au collège, ils diront Robert, c'est le mec qui parlait beaucoup, quoi. C'est le mec qui en faisait trop, qui était gênant, qui était relou, et puis après du coup on me le rendait bien aussi. Mais justement en fait tu fais beaucoup de vidéos sur le harcèlement et je trouve ça génial que t'en parles autant. Tu vois, typiquement moi j'ai 2 nièces de 9 et 7 ans et je crois qu'une de mes hantises c'est qu'elles vivent mal leurs années primaire collège, tu vois. Et pareil quand t'as des enfants, je pense que c'est un des trucs qui te fait flipper, et le fait qu'aujourd'hui il y ait des gens comme toi qui en parlent beaucoup, bah c'est cool, parce que tous les petits qui osent pas parler, ils vont peut-être oser le faire en voyant tes vidéos, tu vois. Justement, à quel moment toi tu t'es dit que prendre la parole sur le harcèlement c'était important? Parce que t'as une image publique, une notoriété, une carrière, souvent on peut se dire bon, tu vois, tu veux rester dans tes cases de ta création artistique. J'ai mis beaucoup de temps en vrai, je l'ai vraiment pas fait tout de suite, parce que quand j'ai commencé à avoir un peu de notoriété, il y a plein d'associations qui sont venues me voir en me demandant d'être leur parrain, de prendre la parole pour eux. Et je me sentais tellement mal à l'aise face à tout ça, parce que si je suis personne, qu'est-ce que vous voulez que je suis là en train de dire la mucoviscidose, bon c'est un peu... Et puis surtout je me disais pourquoi, genre si je dis oui à la mucoviscidose et que je dis non à l'autisme, enfin il y a un moment, je vais pas commencer à hiérarchiser les trucs de quelle cause est plus importante qu'une autre, donc je me suis dit pour pallier à ça, aucune cause.
J'ai aucune cause. Moi, je divertis. Je suis un divertisseur. Allez pas me faire chier avec le besoin de prendre la parole en public sur un truc. J'ai pas besoin de prendre la parole en public sur un truc. Débrouillez-vous sans moi. Moi, je fais des blagues et c'est tout. Et je veux pas entendre parler de vos trucs. Et un jour, je fais un micro-trottoir, chercher des thèmes. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de border le thème du harcèlement scolaire. Parce que moi, au collège, je t'ai parlé que d'une partie de mon collège. Je t'ai pas parlé du moment où on en a marre du mec qui parle trop fort et où on le pousse dans les escaliers et on le jette dans les poubelles parce que c'est marrant, parce que de toute façon Roman s'en fout, il fait des blagues et puis en plus il est chelou, puis en plus, je crois qu'il est un peu pédé. Enfin bon, tu vois, tous ces trucs qui font que c'était très facile de me tèche dans les escaliers. Je me souvenais de ces trucs là, mais bon, de manière très lointaine, en mode bon, ça va, je m'en suis sorti, puis après le lycée s'est très bien passé. Mais je me dis, tiens, je vais faire un micro-trottoir sur ces sujets-là. Je me dis, je vais voir si déjà les gens, ça leur parle. Et en fait, je fais les vidéos, je les tourne devant des collèges et des lycées à Lyon. Et donc, je vais voir les. Très bizarre d'ailleurs, dit comme ça. Je vais répondre à mon micro-trottoir. Et je pose des questions. Je pose des questions à un gamin qui me raconte une histoire affreuse. Je dis, bon, ok, c'est le premier mec que j'interviewe. L'histoire, elle est affreuse tout de suite. Peut-être que c'est genre la coïncidence de ce gars-là. J'interviewe une deuxième personne. Histoire horrible. Troisième personne. Histoire horrible. Cinquième personne, histoire horrible de quelqu'un d'autre. Sixième personne, histoire horrible de lui. Et en fait, j'interviewe 10 personnes et je rentre chez moi. Et je m'installe comme ça je fais... la journée de tournage a été longue en fait, parce que pendant 2h30, je n'ai fait qu'écouter des adolescents me raconter des histoires abominables. Et tes petits mots, tu dis bon, je vais boire de l'eau, je vais me faire un thé, je vais faire des exercices de respiration. Je lui dis bon, écoute, j'y retourne le lendemain dans un autre coin de Lyon. Peut-être que le problème, c'est le coin de Lyon où je suis allé. J'étais dans un quartier qui était plutôt populaire. Je me dis c'est peut-être un problème de quartier populaire. Je vais dans un quartier un peu plus chic le lendemain, dans une école privée. Je me dis ça va être différent. Rebelote. Et je me dis putain, c'est tout le monde. En tout cas, c'est trop de gens. C'est tellement de gens. Et moi, ce qui me rendait triste à l'époque du harcèlement, c'était le fait d'être harcelé, d'une part, et le fait que personne venait m'aider, bordel. Et en particulier, surtout pas les gens qui pouvaient changer les choses. Et pour moi, les gens qui pouvaient changer les choses, c'était pas les profs, c'était pas la CPE, parce que eux, ils grondent. Donc du coup, tu balances, et du coup, t'es une balance, et du coup, c'est encore pire. Donc t'es piégé dans ce truc-là. Ceux qui peuvent t'aider, c'est les gens qui sont pas bizarres. C'est les gens qui sont stylés. C'est les gens, à l'époque, pour moi, un mec stylé, c'était Hugo Sucy, Marius Bagréo, je danse des vrais blasts de vrais gens qui existent. Hein. Salut les gars. Toi, t'étais un harceleur aussi, je crois. Coupez ça. Pour le plaisir de le redire. Non, parce que cet enculé une fois, qu'est-ce qu'il a fait? Parenthèse. On garde pas son prénom, au pire vous le bipez. C'était vraiment le gars qui ressemblait à Justin Bieber à l'époque où il fallait ressembler à Justin Bieber. Tu vois Justin Bieber? Très bien. C'est lui. Mèche, les bons vêtements de marque qu'il faut, parce que sa mère lui payait les bons vêtements de marque qu'il faut, la bonne mèche, le gars beau gosse, il sort avec la fille la plus jolie de l'île. Il fait vraiment le film, quoi. Américain, c'est vraiment le film américain, et il y a Justin Bieber, tu vois. Et un jour, on fait une photo sur Facebook de la photo de classe. Tu vois, la fameuse photo de classe dont je te parlais. Elle est publiée sur Facebook, et on tag tout le monde. Et à l'époque, quand t'étais tagué, du coup, tu recevais une notification à chaque fois que quelqu'un mettait un commentaire. Et là, il y a 25 personnes taguées, autant te dire que là, les notifs, elles pleuvent, parce que toutes les 2 secondes, il y a un mec qui met un like, un pote d'un gars qui est sur la photo, donc tout d'un coup, il y a plein de notifs. Et à un moment, faut le pardonner, il a 13 ans. Mais quand même, t'étais une merde. À ce moment-là, il met un commentaire et il dit est-ce que vous pouvez arrêter de commenter, s'il vous plaît? Peut-être que c'est nouveau pour vous, mais pour les gens comme moi, des notifications, on en a tout le temps. Tu vois ça, tu te dis oh, quelle merde. Et après, la vie qui fait que aujourd'hui, frérot, je sais pas commenter aux notifications, mais je pense que je te bats. Peut-être que pour les gens comme toi, c'est surprenant, mais pour les gens comme moi qui avons des millions d'abonnés, des notifications, on en a beaucoup. Quelle vengeance. C'est affreux parce que la vengeance est pas
une bonne valeur. C'est pas bien. Non. Mais Là, t'as rien fait. Enfin, c'est une vengeance. T'as c'est construit, que dans ma tête. voilà, C'est que dans ma tête et devant tes spectateurs. Je vous en supplie, coupez son nom. Vraiment, juste gardez ça T'inquiète. si vous voulez, mais coupez son blaze. S'il tombe dessus, il se reconnaîtra et ça sera tant mieux. Et donc, ce mec-là, c'était Justin Bieber. Et j'aurais adoré que Justin Bieber il prenne ma défense à ce moment-là. Parce que je sais que lui, il aurait pu faire que ça change, puisque on l'aurait écouté. Parce que lui, c'est le mec qu'on écoute. Parce que lui, c'est le mec stylé. Quand les réseaux sociaux sont arrivés dans ma vie et que tout d'un coup, il y a eu un peu de notoriété, surtout auprès des jeunes, je m'en suis rendu compte que maintenant, le mec stylé pour eux, je dis pas que je suis stylé, mais le mec stylé pour eux, c'était moi. Pour pas mal de gens de cette époque-là, en 2020, si t'étais au collège, Roman Doduic, le mec de TikTok, c'était un gars qu'on suivait, c'était un gars qui était stylé. Je me suis dit, putain, maintenant c'est moi. C'est moi le mec qui a une mèche. Je suis un peu Justin Bieber. Et donc, je peux faire ce que j'aurais adoré que face à l'époque. Je peux faire ce que j'aurais adoré que Justin Bieber face à l'époque. T'imagines, je suis dans la cour de récré, je me fais emmerder, on me balance dans des poubelles et là il y a Justin Bieber qui arrive qui fait Hey guys, what are you doing? It's madness, you can't do that, you can't do that. You have to be nice to each other. Et les gens ont fait Ah, you're right. Parce qu'il serait mis à parler anglais. Ah oui. Oh, you're right, Justin, you're right, you're Ouais, right. tu as raison, Justin, Tellement- tu as raison. Merci pour la VF. C'est normal. Et c'est pour ça que j'ai fini par prendre la parole sur le harcèlement. Quand j'ai fini ces 2 jours de tournage et que je me suis mangé 25 témoignages abominables, j'ai monté la vidéo et je me suis dit, ok, maintenant, si je suis le mec stylé pour des jeunes, je serai Justin Bieber. Je serai ce que j'aurais bien aimé qu'il fasse à cette époque-là. Stylé. Bravo. Franchement, c'est bien. Tu profites. C'est bien profiter de ta notoriété, tu vois. C'est bien s'en servir que de faire ça. Et est-ce que tu penses que là, dans les jeunes qui se font harceler, que là, t'as rencontré par exemple à Lyon, tu vois, il y en avait qui avaient forcément des passions cheloues, comme tu dis. Ça peut être du théâtre, ça peut être autre chose, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que il y a un coin de ta tête où tu te dis, mais peut-être que je vais leur permettre aussi, eux, de vivre leur passion chelou en parlant de harcèlement, juste en libérant la parole, tu vois. Je sais pas, j'en sais rien. Je les encourage. Mais Mais moi, je suis sûr que si. il y a que eux qui peuvent le faire pour le coup. Moi je sers à rien. Moi je suis juste là pour dire je dis tiens, j'apporte un message, je profite de mes plateformes pour dire tiens, je sensibilise à ce sujet-là. Si ça touche des gens, tant mieux. Mais pour faire de votre passion chelou un métier ou pour faire juste votre passion et vous lancer, ça dépend que de vous. Il y a que vous qui avez, enfin moi vous avez tout en main quoi. Vous avez tout. Moi j'ai rien. Il y a que vous. Ça qui est trop bien, c'est que vous dépendez de personne en fait. C'est vrai. T'as besoin de personne. Ah, le seul truc dont tu peux dépendre, c'est un peu tes références. Parce que souvent, dans la vie, t'as envie de faire comme, au début en tout cas. T'as envie de te dire, j'adore cette personne, j'aimerais trop faire comme lui, tu vois. Et donc, je pense que pour certaines personnes, donc des jeunes, t'as pu à ce moment-là être une référence, tu vois. Tu crois? Bah ouais, je pense. Je vois pourquoi tu le serais pas. Je Il vois voyait pourquoi je quelqu'un le qui faisait des blagues sur TikTok, c'était marrant, qui était hyper suivi, dire que avant il était harcelé, mais que maintenant c'est un boss, tu vois. Forcément, il y a des gens qui se disent, franchement, je vais être comme lui. Écoute, s'il y a des gens qui veulent devenir comme moi, j'ai plein de contre-indications à vous donner qui valent pas le coup. Mais en tout cas, sur le papier, tu vois, c'est dans l'image que tu dégages, pas être toi dans ton entièreté, mais être toi artistiquement, tu vois. Non, mais c'est vrai, les références, c'est un truc hyper important de quand on se construit, je trouve. C'était quoi tes références, toi? Bonne question. Moi, j'aimais beaucoup les humoristes quand j'étais petit. Je passais ma vie sur Comédie Plus, la chaîne de télé. Et j'avoue, j'étais en kiff sur plein d'humoristes, quoi. Sur un peu les classiques de notre époque, quoi. Tous les Gad Elmaleh, toute la série H, tu vois, elle passait en non-stop sur Comédie Plus. J'ai regardé en entier cette série. H24, quoi. Je passais ma vie devant. Donc c'est plus ces humoristes-là, les gens qui faisaient du divertissement pur. Ça, c'était mes références de l'époque. Et c'est ce qui aujourd'hui, parfois, je me dis, c'est peut-être aussi pour ça que je suis comédien et que je tente plein de choses. Parce que t'as ce repère-là? Ouais, je pense que j'ai un peu ce repère-là. Je me dis, ces gens-là m'ont fait rire quand j'avais 12 ans. C'est ouf. Et ils continuent aujourd'hui Ils continuent d'être aujourd'hui un à repère. être hyper... Ouais, de ouf, complètement. Tu sais ce qu'on dit? Non. On dit faites des rêves immenses pour ne pas les perdre de vue pendant que vous les accomplirez. Putain, c'est beau ça. C'est joli ça, de se dire que le rêve est tellement gros que pendant le chemin, des fois tu te paumes, tu fais ah oui, le rêve est immense, du coup tu peux. C'est là-bas, c'est trop gros, tu peux pas le louper, c'est là-bas. C'est vrai. Hein. Toi, c'était quoi tes références? Moi, il y a des personnages de fiction surtout que j'aimais beaucoup. Et c'était les personnages fiction de Jean Bizarre qui parlaient fort.
Roger dans American Dad, qui est pourtant le mec le plus border de l'histoire, mais il se déguise tous les jours, je trouve ça trop stylé, le gars tous les jours il s'invente une nouvelle vie, je trouvais ça marrant. J'aimais bien Stevie dans American Dad. Ah, dans American Dad aussi. Dans Family Guy, Ah, pardon. dans Family Guy. Tu sais, Stevie c'est le petit Ah bébé, oui, et ouais, pareil, c'est il se vrai. déguise, il s'invente des vies avec Brian, c'est les deux personnages Ah où tout d'un oui. coup ils sortent de la réalité complètement, ils peuvent devenir des banquiers, ils peuvent aller à Las Vegas, il se passe plein de trucs. Parce que Stevie dans Malcolm, je me disais, il fait rien. Il fait rien de quoi. fou. Non, Enfin, Malcolm, il a juste du mal à respirer, quoi. Il a de l'asthme. Ouais, c'est vrai. Ouais, enfin bref. Pardon. Non, mais il fait rien. Enfin, il sort pas du cadre, quoi. C'est Stevie, Bah il non, est il juste peut très pas intelligent. puisqu'il est Ouais. en fauteuil. Allez. Top. T'as d'autres références, peut-être? J'en ai. En vrai, Homer Simpson aussi, c'est un gars qui. Ah ouais. En fait, tous ces personnages de fiction, de dessin animé, toi tu regardais Comedy Plus, moi je regardais W9. Ouais, moi aussi, W9 Energy 12, donc American Dad. T'avais les Simpsons toute la journée sur Simpson, W9. South Park aussi, avec pareil, Ouais. il y a un tas de personnages dans South Park où ils passent leur vie à réinventer leur vie et à se créer des personnages et à se créer des trucs. Moi je trouvais ça très, très inspirant. Dans les gens de la vraie vie, le truc c'est que j'ai eu de la chance, c'est que très rapidement j'ai commencé le stand-up à 15 ans. Donc en fait, comme j'ai eu envie d'en faire un métier très très jeune, il y a plein de gens que j'ai pu croiser, rencontrer Assez très très rapidement. jeune, ou en tout cas être à 2 poignées de main d'eux. Et tout d'un coup, c'était un peu moins des grandes figures que des gens que j'ai envie de rencontrer, que j'ai envie de... Guillermo Guise, pendant longtemps, ça a été un des premiers artistes où je me suis dit, ce mec est extraordinaire, et il est là, il est en face de moi. Bunaimin, il y en a eu plein d'autres de cette époque-là, même Hugo tout seul, tous ces humoristes, je sais pas, parce que moi parce que non, lui on a... Il y a un tas d'humoristes qui étaient déjà très installés quand je suis arrivé, et ça, il a suffi d'une tape sur l'épaule, d'un sourire et d'un petit hochement de tête pour te dire ok, je suis à 1000 km, mais je suis dans la bonne direction, quoi. Microclub. T'as été plutôt bien accueilli, tu trouves, dans ce milieu-là? Je dirais pas ça non plus, mais je dirais qu'il y a pas que des méchants. Ok. C'est faux de dire Ouais. monde de merde, milieu de merde. Bon, il y a beaucoup d'enculés dans ce métier. Il y en a plein, et même pour ceux qui sont pas des enculés, il y a enfin voilà, c'est des gens qui vont pas t'aider et qui te le font savoir, qui vont pas être gentils avec toi, qui vont te fermer les portes, parce que bah, t'es une menace de toute façon. Et si t'es pas une menace, c'est encore mieux, t'es une victime, parce que tu sers à rien, t'es pas drôle, tu me menaces même pas, donc je vais te têche comme ça du pied. Faites jamais ça, parce que vous avez aucune idée de ce que les gens vont devenir derrière. Et moi, par mimétisme social, il y a des gens où je me suis dit, j'ai été un enculé. J'ai fait, allez, lui, Zénith. Oh la vache, ta race! Il m'a dépassé. Faites très attention aux gens que vous croisez en montant. C'est les mêmes que vous croisez en redescendant. C'est beau, ça. Ça, c'est une autre phrre qu'on m'a dite Ouais. quand je suis arrivé. Mentalité Kaizen, un peu Inoxtag, il pourrait dire ça. Tu crois qu'Inoxtag pourrait dire ça? Je sais pas, il a fait l'Everest, il monte des soins. Autre histoire. J'aimerais trop te faire lire un texte de Marcel Proust que j'ai sur mon tel. Allez, Ça te tirait de le je lire. t'en supplie. C'est extrait du côté de chez soi. Mais c'est juste Ah, tu veux que je lise le truc? Ouais. D'accord. Si ça te va, hein. Ok. Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Il n'y avait pas de jour où je ne me sentisse entouré d'un mystère qui me dépassait. Dans la petite chambre où je lisais, un simple bruit, un parfum, la lumière sur le mur suffisait à faire naître en moi des mondes entiers. Je ne savais pas encore que ces sensations seraient les premières, les plus profondes, et que toute ma vie, je ne ferais que tenter de les retrouver. L'enfance est cet atelier où s'élabore ce que nous deviendrons. À cet âge, le moindre détail du monde vous saisit. Une couleur, un souffle, un bruit, rien n'est encore usé. C'est là que se forment les passions et que naît la nécessité d'écrire, de peindre, de créer, pour retenir un peu de ce qui, autrement, s'enfuirait. J'ai pas bégayé. C'est un putain de miracle. Très bien. C'est la première fois que je lis ce truc. T'as très J'ai bien. jamais lu du Proust de toute ma vie. C'est la première fois que je lis du Proust. Ce sera ici. Incroyable. C'est beau ce qu'il dit, hein, C'est très joli ce qu'il dit. sur l'enfance. C'est vrai, je trouve que c'est hyper vrai. Que quand t'es petit, les odeurs, les couleurs te marquent de fou. Et les traumas aussi. Aussi.
En négatif. En négatif, en positif, t'es une éponge. Enfin, le moindre, tu fais ça et ça devient pour toute ta vie. Quelqu'un te dit une phrase un peu sur le côté quand t'es gamin et plus tard, ça devient t'as changé ta vie parce que quelqu'un t'a dit cette phrase. C'est fou. C'est fou. Moi, ça me terrorise d'avoir un gamin pour ça. Hein. Parce que je me dis, le moindre truc, je peux tout changer toute sa vie. En une seconde, tu vois. C'est fou. Mais en mal et en bien aussi. En mal et en bien, bien sûr. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de parler des origines et de se dire que toute la génération qui va arriver, elle va avoir accès à tous ces contenus-là. Tous les contenus type podcast où on parle de l'enfant justement, où on parle de se construire. Là, tu penses à ceux qui regardent ça et qui sont des enfants? Pourquoi pas? Ok, c'est lui les enfants. Ou même des gens de 20, 30 ans qui se disent franchement j'en ai marre de ma vie, je vais faire autre chose, je vais vivre de ma passion. Viens, on se replonge un peu dans ce qu'on était pour essayer de me dire est-ce que c'est vraiment ma route ou pas, tu vois. Moi, après, j'ai un avis là-dessus. Vas-y. Il n'y a pas de route. Il n'y a que des choix. Il n'y a que des choix. Il n'y a pas de... tu choisis ou non de faire des trucs. Et la seule personne qui t'en empêche ou qui te l'autorise, c'est toi. Nombre de gens qui me disent « Ah, j'ai envie de monter sur scène, mais j'ose pas me lancer. » C'est j'ose pas me lancer. Personne t'en empêche. C'est dur. On va te mettre des bâtons dans les roues, faut y arriver, est-ce que t'es à la hauteur? Et forcément, c'est toi, donc tu penses que t'es pas à la hauteur. Parce que tout le monde pense qu'il est pas à la hauteur. Personne sur Terre se dit, je suis un génie, je vais y arriver, ça va être formidable. Tout le monde regarde son tableau et se dit, ah, je suis naze. Et toi, tu regardes, tu fais, mais il est incroyable ton tableau. Non, c'est nul, parce qu'il y a un autre mec qui fait des choses beaucoup mieux que moi. Et ce mec-là, autre, il est convaincu qu'il est nul et qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait... Donc, il n'y a pas de... Tout le monde est nul. On est tous nuls. Tu sais quoi? Franchement, on est tous nuls. Toi t'es nul, moi je suis nul, tout le monde dans le studio, les gens qui regardent, on est tous nazes, on sait pas faire les choses, il y a des gens qui le font mieux que nous, on n'a pas la patience, on n'a pas le talent, on n'a rien de tout ça. La seule différence c'est est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait pas. Il y a que ça qui change. Et ça dépend que de toi. Qu'importe que t'aies été harcelé, que t'aies une enfance de merde, que t'aies une enfance géniale, d'où que tu viennes, quel que soit ton chemin, tu peux juste décider les trucs. C'est pas un luxe de fou, tu peux décider les choses. Après, il y a des gens qui partent avec plus de chance que d'autres pour décider des choses. Moi, j'ai de la chance, j'ai grandi dans une famille plutôt aisée. Je sais que j'ai eu plus de facilité à avoir un métier artistique que si j'avais eu des parents que je devais aider financièrement. Donc, c'est pas vrai quand je dis on peut tous y arriver. On part pas tous dans la vie avec les mêmes chances. Mais partant du fait qu'on part pas tous dans la vie avec les mêmes chances, on part tous avec la même option quand même, je pense, d'essayer ou de pas essayer, de tenter ou de pas tenter. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Donc le chemin nique sa mère en fait. Nique sa mère le chemin. Nique sa mère le chemin. Nique sa mère le chemin. On appellera peut-être comme ça l'épisode. Peut-être l'épisode il s'appelle Nique sa mère le chemin. Mais par contre, oui sa mère les choix. Oui sa mère le choix. Parce qu'il y a que ça. C'est vrai. Il y a que le choix. Merci pour ça, c'est beau ça. Je suis content, je vais comme ça. En fait, moi je fais des épisodes pour repartir avec des phrases mantra. C'est vrai. Ça après au quotidien, je serai tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. On va faire un petit jeu juste pour terminer, avant de faire une petite carte blanche où tu pourras... Putain, c'est déjà fini? Attends, ouais. Bah, je sais qu'on kiffe, mais... Putain, quelle heure il est? Moi j'ai le temps il encore. est midi 37, mais attends, il y a un petit jeu. Midi après 37, carte moi je t'ai dit blanche. que j'étais dispo jusqu'à 13h30. T'as le temps, gars, si ça tourne. J'aime bien, attends, on kiffe. Bah, attends, faisons un petit jeu d'avant. Et là, toute l'équipe technique. Non, mais on a faim, nous, on a envie de manger. Microclub. On va faire un petit jeu le jeu des premières fois. Ça marche. Donc, jeu des premières fois, c'est simple. Je vais commencer ma question par c'est quand la première fois que. Ok. Et je dois finir la phrase? Ouais, ou alors juste tu réponds à la question. Ça dépend Ok. de la manière dont tu écoutes la Ok. question. Est-ce que tu te souviens de la première fois que t'as fait rire quelqu'un? Oui. Je crois que c'était mon frère. Sur une blague de ouf? Pas une blague, une référence. Avec mes frères, on se fait des références. On se parle que en phrases qui existent dans des films, dans des séries. Et François Pérusse est à l'origine de tout mon humour. Toute la culture comique nord-américaine, francophone, donc québécoise. Donc Le cœur a ses raisons. Et François Pérusse, c'est la base. Quand je sais plus quoi faire, quand je sais plus quoi écrire, je me refais tout François Pérusse, ou je me refais tout Le cœur a ses raisons. Et je crois que la première fois que j'ai fait rire mon grand frère, la première fois que j'ai fait rire vraiment quelqu'un, c'est un moment où il s'y attendait pas, il m'a dit un truc, j'ai fait que... Et c'était une référence au cœur a ses raisons. Ou alors c'était un truc de François Pérusse. Ça devait être un truc comme ça. J'attends en effet. J'ai réagi, mais je n'ai pas réagi avec assez de beauté. Redites-moi l'information. Je me dirais il faut que je réagisse au bon moment. J'attends en effet.
Et je pense que là, j'ai eu mon frère qui m'a lâché un rire. Je devais avoir 7 ans et c'est mon premier rire. C'est beau. Hein. C'est ta forgé, t'en as eu plein depuis des rires, t'imagines? C'était le premier. Le premier dont tu te souviens. C'est fou. C'est quand la première fois que t'as posté une vidéo? Collège. C'était quoi? Pas glorieux. Pas glorieux. Ouais, faut commencer quelque part. Hein. Ouais, je crois que... Tu rigoles, je crois que mon truc à l'époque, c'est que je refaisais des sketchs de François Pérusse. Putain, tu l'adores. Que je les filmais avec des copains, avec la caméra DV de mon père. Je faisais un montage sur Windows Movie Maker et je l'ai mis sur YouTube. Et après, j'allais voir les gens au collège, je disais allez voir ma chaîne YouTube. Et après, on me foutait dans la poubelle. Et est-ce que tu l'as encore cette vidéo? Non. Tu veux pas la revoir? Si tu pouvais, Non, tu je crois qu'elle est que le compte. J'ai réussi à le fermer celui-ci. Il y a d'autres comptes que j'ai pas réussi à fermer avec des vidéos qui traînent. Elle est pas sur un vieux disque dur ou sur le caméscope justement. Ah, peut-être. Peut-être que cette vidéo existe encore quelque part. Est-ce que tu aurais envie de la voir? Moi, je suis pas sûr d'avoir envie de voir, mais je faisais pareil que toi. Je prenais le caméscope de mon père et je filmais n'importe quoi avec mes potes, des vieux sketchs, mais nuls. Et je sais pas si aujourd'hui j'ai envie de les voir. Je pense que je serais déçu. Vaut mieux rester sur un bon souvenir. Ouais, bah bon, c'est pas un bon souvenir non plus, mais je sais que c'est nul, mais alors peut-être que c'est pas nul, tu vois. Peut-être tu vas la regarder, tu vas dire. En vrai, il y a quelque chose. Ouais. Je faisais des petites séries à l'époque. Ma frère, série qui s'appelait Remue-ménage dans les chambres d'hôtes. Cette phrase est vraie. C'est vrai, c'est le Remue-ménage dans les chambres d'hôtes, c'est la première série que j'ai écrite. Et c'était avec quel âge? J'avais 12 ans. 13 ans. Remue-ménage. Remue-ménage dans les chambres d'hôtes. De mec de 12 ans. Remue-ménage dans les chambres d'hôtes. Rien des 12 ans là-dedans. Rien des 12 ans. Il n'y a pas un seul élément qui est 12 ans là-dedans. Remue-ménage dans les chambres d'hôtes. Et c'était l'histoire de 3 personnes qui se retrouvent dans des chambres d'hôtes. En fait, j'avais pas compris qu'à l'époque, je voulais faire des sketchs de coloc, mais je savais pas ce que c'était une coloc. Donc, j'avais le rêve des chambres d'hôtes avec qui on partait en vacances avec mes parents. Donc, il y avait un mec qui voulait devenir humoriste, un gars qui était trop fort en jeux vidéo et un gars qui était trop... Et une meuf qui était dans les études de ouf. Et en fait, c'était mes 3 frères déguisés avec 3 personnages. Et ça jouait mal. Et c'était mal écrit. Et tout d'un coup, je voulais le faire Visiteur du futur aussi en même temps. Donc tout d'un coup, il y avait des guns avec des gens qui se bagarraient. Du coup, on faisait des bagarres. On a 12 ans, on filme des bagarres et tout. Donc c'est nul. Je rajoute des coups de poing. Je faisais le bruitage du coup de poing comme ça sur le canapé. Ça n'avait aucun sens. C'était extrêmement mauvais. Très gênant. Et je mettais ça sur YouTube et je voulais que les gens voient ça. Je crois que ça existe plus. Ça existe encore? Je crois qu'on peut plus le retrouver ça. Remue-ménage dans les chambres d'hôtes. C'est que des mots-clés ou si tu les tapes, on peut tomber que sur ta vidéo. Genre remue-ménage dans les chambres d'hôtes. Franchement, vous pouvez retrouver. Si vous trouvez une vidéo, c'est remue-ménage dans les chambres d'hôtes, c'est que moi. Je pense pas qu'il y ait un autre truc qui. Je pense pas que Squeezie ait sorti de nouveau concept remue-ménage dans les chambres d'hôtes. Et il devrait, franchement, il devrait. C'est quand la première fois que t'as compris que ton public allait te suivre? C'est-à-dire là, est-ce que t'as confiance, t'es une communauté, il y a des gens qui viennent te voir. J'ai pas confiance. Mais ouais, mais est-ce que dans la réalité, les gens te suivent et te suivront dans tes futurs projets, ceux qui arrivent en tout cas? Et bah dans ce cas, c'est extrêmement récent. La première fois que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui allaient me suivre, je saurais pas te dire peut-être précisément. Si, j'ai. La première fois que je me suis rendu compte que les gens allaient me suivre, c'est le jour où j'ai fait une vidéo qui était pas drôle. Et qui n'avait pas pour objectif d'être drôle. Un jour, j'ai voulu faire une vidéo sur le suicide. Ah bah, j'ai vu cette vidéo. Qui s'appelle Le Pont. Qui est la vidéo préférée de tout ce que j'ai fait dans ma vie. De tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai écrit. C'est le truc que je préfère, c'est le truc qui m'a demandé le moins de temps et le moins de travail. Je me suis réveillé à 10h, à 11h, la vidéo était écrite. J'ai appelé le réalisateur et l'actrice qui sont venus dans l'après-midi. On a tourné dans l'après-midi. Je suis rentré chez moi. Je me dis, je peux pas ne pas monter ça. Il faut que je le monte tout de suite. Je l'ai monté à 21h. C'était fini avec les sous-titres et tout. J'ai dit, publier. La vidéo, je l'ai eu en tête à 10h. À 21h, elle était là. Et le lendemain, elle avait fait 1 million de vues, je crois déjà. C'était parce qu'elle a cartonné tout de suite. Et le jour où je me suis dit, tiens, je fais une vidéo. Le thème, c'est le suicide. Et que ça marche et qu'il y a des gens qui sont là en mode putain mec c'est dingue et j'ai fait ok ce jour là en fait on va me suivre même si j'ai pas envie d'être drôle et là je me suis dit c'est à dire qu'ils sont pas attachés qu'à un truc, les gens qui me suivent sont pas forcément attachés que au côté drôle ou que au côté peut-être sans tabou que au côté... Je me suis dit là j'aborde un truc qui est tellement nouveau, qui est tellement deep, qui est tellement dark et qui est tellement moi et les gens aiment quand même. Ils seront peut-être pas nombreux, mais il y a des gens qui seront là tout le temps. C'est beau ça. Ça t'a donné une certaine confiance dans tes projets à venir, justement, ça?
Est-ce que ça t'enlève un léger poids, tu vois? Est-ce que tu peux te Non, dire, parce bon, qu'on a toujours peur que... Enfin, pardon, pourquoi j'ai dit on? J'ai toujours peur que ça s'arrête, j'ai toujours peur que tout d'un coup plus personne s'intéresse à ce que je fais, j'ai toujours peur que ça marche pas, parce que je suis obsédé par ça, parce que j'ai un problème avec le fait que les gens me regardent. Il faut que les gens me regardent, j'ai toujours eu besoin que les gens me regardent, j'ai toujours eu besoin que mon frère me regarde, j'ai toujours eu besoin que mes parents me regardent, et quand on me regarde pas, je suis pas bien, donc quand j'ai plus de statistiques, je suis pas bien non plus. Donc non, j'ai pas de sérénité par rapport à ça. Je sais qu'il y a des gens dans ceux qui me suivent, que j'ai rencontrés en vrai, ou qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont fait des témoignages tellement gentils, des lettres que j'ai reçues, qu'on m'a données à la fin des spectacles, les gens se reconnaîtront. Je parle d'une dizaine de personnes, pas plus, hein, mais je parle d'une dizaine de personnes où je sais qu'ils m'aiment plus que mes projets. Il y a des gens qui m'aiment plus que mes projets. Et ça, je dis pas que c'est des spectateurs premium et qu'ils sont mieux que les autres. Tout le monde est bien, venez tous, je vous aime tous. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'aiment plus que mes projets. Et eux, c'est eux qui me donnent confiance le plus. Parce que eux, je sais que je leur parle d'un truc très léger, d'un truc très grave. Je fais une chanson où tout d'un coup, je sais que si demain je fais, je sais pas, une BD, ils iront la regarder. Tu veux faire une BD? Non, je vais pas faire une BD, mais c'est un exemple. C'est un bon exemple, ouais. Peut-être que je ferai une BD. Et Ouais. c'est maintenant que je l'ai annoncé, t'imagines. C'est fou. Elle sort peut-être demain. T'imagines, c'est le plus gros coup de com' de l'histoire. Vraiment, je Énorme. parie tout sur toi, quoi. Top. Et c'est quand la première fois que quelqu'un t'a reconnu dans la rue? Est-ce que tu t'en souviens? Oui. Toi qui, en plus, aime être regardé, à ce besoin-là, ça a dû te faire un truc de malade quand on te dit, oh putain, Roman. C'était post-Covid parce que Après toutes les vidéos. les réseaux sociaux, ça a démarré pendant le Mm. Covid. Donc en fait, ça fait 7 ans que je fais du stand-up, ça marche pas. Les salles sont pas remplies, je galère et tout. On me dit, va sur les réseaux, c'est important. En plus, t'es jeune. J'ai dit, non, les réseaux, c'est de la merde. Jamais j'irai sur les réseaux, je suis un artiste, j'ai pas besoin des réseaux sociaux. Bon, Covid arrive, les théâtres sont fermés, je dis allez, je vais faire des réseaux sociaux. Et je passe de 0 à 500 000 abonnés en 3 mois et demi de confinement. Donc voilà ce qu'il faut pour que j'ai un peu de succès. La fin du monde, tu vois, et tout le monde enfermé. Et donc je sors de là, et le premier truc que j'ai envie de faire, c'est d'aller acheter des fringues, parce que j'ai même fringues depuis 3 mois et demi, ça me saoule, j'ai envie d'avoir des nouveaux vêtements. Et je suis à côté de l'hôtel de ville, je crois que je suis en vélo, et il y a un gars qui passe et qui fait... T'es le mec de TikTok? Et j'ai fait ouais. Et il a fait cool. Et il a disparu. C'était le premier. Et il y en a eu plein d'autres depuis, mais je me souviens très bien de ce premier gars qui m'a juste dit t'es le mec de TikTok. Après, t'as juste dit cool. Cool. Juste pour te le dire. C'est Ouais. marrant en plus. Mais c'est marrant. Il voulait pas une photo, il Mais voulait ça, rien je trouve du ça tout. cool. Je trouve ça cool Il qu'ils a veulent juste pas une dit photo. t'es le mec de TikTok. Cool. Après, ceux qui veulent des photos, moi je comprends. T'as envie de bien garder un sûr. souvenir du moment, c'est chouette. Moi, j'ai rien contre les photos, j'ai jamais refusé les photos, mais ce gars-là, il voulait pas une photo, il voulait juste vérifier Qu'il avait raison. qu'il avait raison. Hyper égoïste. Cool. Ouais, putain, C'est fou. Et ça t'a fait quoi? j'étais content. Ouais, c'est littéralement... Tu peux pas faire plus de reconnaissance que quelqu'un qui te reconnaît. Et puis ça, c'est un sentiment qui a jamais disparu depuis. C'est un trauma dont je me remettrai jamais, d'être reconnu dans un pays. C'est fou, c'est hallucinant. Ça dépend des périodes. Il y a des moments de la vie, de l'année, en fonction des projets, de qu'est-ce qui se passe, où on me reconnaît plus ou moins. Ce qui est rigolo, c'est que tu peux vraiment déterminer ton buzz à combien de photos tu fais dans une journée. Ah, c'est vrai. Et ça remet les pieds sur terre direct. Hein. Période danse avec les stars, putain, je sors de chez moi, pas photo tout de suite, je peux faire les courses. En plus, tout d'un coup, il y a des vieilles qui commencent à me reconnaître aussi. Oh, vous avez le mec qui fait des bachata, super, on fait une photo. Les ados, oh, TikTok, et machin, tout ça. Et puis, 3 mois passent, l'émission est terminée, les vidéos marchent un petit peu moins bien. Et puis, tout d'un coup, je les ai fait bien tranquille, mes courses. Et tu fais, ah, pas pareil. Tu sens tout de suite la différence. Et ça, c'est dur à vivre ces moments-là pour toi? Un peu. Ça te rappelle à quel point tout ça est très fragile et que t'es rien en fait. Avec les réseaux sociaux, en tout cas, t'es rien. Peut-être qu'à l'époque de la télé, dans les années 80-90, tous les noms qui me viennent, c'est des noms de genre problématiques. C'est fou, j'allais dire Pierre Palmade, Thierry Ardisson. Oh putain. Mais en tout cas, pour les gens qui viennent de cette époque-là, ou les inconnus, les nuls, tu vois, voilà, pour citer des exemples un peu plus agréables.
c'est des gens où, à partir du moment où ils ont été connus, ils ont jamais arrêté d'être connus. Parce que, la télé, tout d'un coup. Ouais, ouais, et puis il y avait beaucoup moins de gens connus aussi. Et puis, voilà, puis il y avait De 3 médias, ouais. Puis à un moment, il y avait 3 chaînes. Enfin, je veux dire, quand il y avait 3 chaînes et que t'étais sur une des chaînes, bon, t'avais quand même beaucoup d'attention des Français d'un coup. Ouais. Là, il y a tellement de trucs, ça scroll, ça swipe, ça va tellement vite que, en fait, t'es connu pendant un certain moment. Il y a rien qui t'assure que ça s'arrête pas. Donc, moi, je prends chaque photo qu'on me demande et chaque reconnaissance qu'on me donne comme un. Je profite. Ouais. C'est très égoïste, hein. C'est vraiment que. Bah ouais, mais ça fait partie du métier aussi. Non, il y a des gens qui sont beaucoup moins égocentrés que moi par rapport à ça, et des gens qui s'en foutent, qui font pas du tout ça pour ça. Je fais pas non plus ça que pour ça, mais c'est sûr que j'ai un rapport à ça qui est, je me cacherai pas derrière une espèce de fausse modestie de, vous savez, non, moi j'aime bien. J'aime bien. C'est quand la dernière fois que t'as fait un truc pour la première fois? Technique, hein. Je peux te dire le mien si tu veux. Ouais, vas-y. Bah là, j'ai adopté un petit chat, hier. Bah c'est la première fois que je le fais. Tu C'est vois. très mignon. Ouais, C'est la première fois. c'est ta C'est dernière ma dernière fois. première fois. C'est vrai que plus on vieillit, moins on vit de première fois. C'est plus rare, ouais. Je vais essayer de t'en trouver un style parce que là, bon, c'est la première fois que j'achète un appartement. Bon, c'est une première fois. Bah, de fou. Dans la vie, c'est stylé, mais en Bah, podcast, ouais. c'est pas classe, quoi. Ça dépend si t'aimes Ça cet fait appartement. capitaliste. Ça fait enculé de capitaliste qui s'achète des appartements avec l'argent des abonnés. Franchement, acheter un appart, c'est pas si capitaliste, c'est ta maison, quoi. T'es là tu vas vivre dedans. Ouais, c'est vrai. Mais je vais essayer de C'est t'en peut-être trouver. là-dessus. J'ai quand même réfléchis. envie d'essayer de t'en trouver une un peu plus poétique que ça. Réfléchis. Parce que quand tu m'as dit c'est quand la dernière fois que t'as fait une première fois, beaucoup trop de vannes de cul qui me sont venues en tête. Ah Beaucoup oui. trop, tout de suite, le mot fist est Ouais, arrivé ouais. très vite dans ma tête. Donc, Aïe. Des gars. L'avantage avec le stand-up, c'est que tu peux vivre plein de premières fois, vu que c'est la première fois que tu vas faire une vanne. Ça peut arriver très souvent. Ça peut arriver aussi souvent que tu le veux. Et que tu as l'occasion de jouer. Si tu joues 4 fois dans la semaine, tu as l'occasion de faire 4 premières fois. Et hier soir, j'ai fait une première fois. Encore, j'ai fait une nouvelle première fois. Mais c'est un peu de la triche parce que faire des vannes sur scène, c'est pas une première fois non plus. Ça Mais montre en que même c'est un temps, métier de malade. chaque nouvelle vanne est une première fois. Tu ne sais pas si c'est drôle. Et tu te jettes dans le vide. Mais après, j'ai l'habitude de tester des trucs. Donc, c'est pas, pour moi, ça répond pas à ta question non plus. Je vais trouver. Et en même temps, ça prouve que ce métier, c'est quand même un métier de dingue et de barjot. Parce que les gens adorent le confort. D'habitude, l'humain, je pense, est fait pour avoir son petit confort et enchaîner. Toi, tu te dis tous les soirs, je vais aller tester des blagues, remettre en jeu un peu mon. Ah, tu remets en mon jeu petit ton titre toujours, mais à chaque fois que tu publies une vidéo, tu remets en jeu Quel métier de ton barjot. truc. T'es jamais arrivé. Et c'est ça qui est génial. Qui a envie d'arriver? Faites des rêves immenses. C'est le chemin. Le chemin à qui on dit nique sa mère. Ça mère le Ça chemin. se recoupe, tu vois. Eh ouais. Ça veut rien dire, mais ça se recoupe. Ça se recoupe, on a compris le La délire. première fois que j'ai fait un truc pour la première fois. La dernière fois que t'as fait un La truc. dernière fois que j'ai fait un pour truc pour la première fois. Et je pense que c'est une question C'est dur. que j'aimerais bien me poser plus souvent. Parce que ça te prouve que tu testes des nouvelles choses et que tu vois. Je donnerai pas d'exemple précis, mais cette année, j'ai vécu des choses tristes pour la première fois. Et la vie est surprenante là-dessus parce que tu te dis ah, j'ai bien mangé déjà dans ma vie là, ça suffit. Non, des fois il y a encore des trucs. Cette année, j'ai appelé un cimetière pour la première fois pour organiser le truc, tu vois. Cette année, je suis allé à l'hôpital pour la première fois, pas pour moi, pas pour les hormones de croissance, pour quelqu'un qui est dedans et pour qui t'as peur. Ça, c'est des premières fois dont on se passerait. Je préfère tester des blagues. Mais On s'en passerait, mais c'est la vie. Moi aussi, cette année, j'ai fait la même chose pour la première fois. c'est vrai. Les mêmes choses que toi, tu vois. Et je trouve le fait de t'entendre le dire, je me dis putain, ok, j'ai eu une année de merde. Je suis pas le seul. Tu vois. Ah non, 2025 a été dur. 2025 a été très pour tout le monde, je crois. On est nombreux à avoir vécu de la merde. Mais au milieu de cette merde, on a vécu aussi des trucs absolument formidables. C'est la vie, quoi. J'ai vécu plein de choses. Tu sais quoi, cette année, j'ai à la fois écrit des blagues et des séries tout seul pour la première fois. Et en même temps, dû gérer des choses familiales très difficiles tout seul pour la première fois. Je crois que c'est l'année où j'ai fait le plus de choses tout seul pour la première fois. Et c'est dur. C'est tellement dur. Ah ouais, c'est Mais un on truc s'en de sort. boss. On s'en sort. Bravo. T'en sors bien. Je m'en sors. Bien, je sais pas, mais je m'en sors. T'en sors bien.
On voit le bout. Est-ce que je peux te faire une dernière question Ouais. avant de passer à la carte blanche? Bien sûr. Tu dis ce que tu veux. La dernière question, c'est là, donc l'épisode c'était sur les origines. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au roman des origines? Lequel? À toi de décider. À qui t'as envie de parler? Je pense que je parlerai à Roman 7 ans. 6-7 ans. Roman clown. Roman qui rentre tout seul sur un clown. Je dirais... En vrai, t'as raison. Tu crois t'as tort parce que t'as 7 ans, mais en vrai, t'as raison. Et les autres ont raison aussi. Quand ils disent que t'es bizarre, que tu fais des trucs chelous, que tu parles trop fort, que tu prends trop de place, que tu devrais écouter plus les autres, que tu devrais penser un peu plus aux autres et un peu moins à ta gueule. Tout le monde a raison, mais toi aussi t'as raison. Parce que t'as raison de parler fort. T'excuses jamais de parler fort. T'excuses jamais de prendre de la place. Prends autant de place que tu veux. Parce qu'on t'en donnera pas. Il n'y a que celle que tu prendras. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. T'as rien vu. T'as aucune idée de toutes les saloperies qui t'attendent, qui sont juste devant. Mais si tu vis pas ces saloperies, tu vivras pas les trucs fantastiques qu'il y a juste derrière. Et au niveau de la balance, à la fin, ça vaut le coup. Donc, tu vas douiller. Tu vas kiffer. Essaye de profiter. Essaye d'enjoy les moments cool parce qu'ils sont rares. Essaye de savourer les victoires parce que tu auras plus d'échecs. Et je sais que t'attends que ce soit les autres qui le fassent. Mais vu qu'ils vont pas tant le faire que ça, commence maintenant à t'aimer. Je pense qu'il est fier, le roman de 7 ans. Moi, je suis fier de lui, en tout cas. Merci, Roman. On va passer à la dernière partie de l'émission. C'est la partie carte blanche. L'idée, c'est que tu fasses ce que tu veux au micro. On va changer un peu les lumières et tout. Donc, tu vas être tout seul sur le canapé et faire ce que tu veux. Ah, je vais être seul tout? Seul tout. Ok. Merci. C'est triste. Non, c'est beau. Ok. Merci d'être venu et d'avoir partagé tout ça. T'es un boss. C'est toi le boss. Merci. À bientôt, merci beaucoup. Épisode 2. Soon, Microclub. Abonnez-vous, venez me voir en spectacle. En vrai. Venez voir Roman en En spectacle. spectacle, s'il vous plaît. Ouais, réservez les places. Réservez les places. Dans le lien, il n'y a pas de lien. Yes. Microclub. Que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce? Grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non merci. Dédier, comme tous ils le font des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de prouesse dorsale. Non merci. De découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François ». Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter. Non, merci, non, merci, non, merci. Et chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César. Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être. Mais tout seul.